Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés ? À quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre ? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir, Mathilde et Benoît, pour parler d'un sujet qui est sans doute l'une des plus grandes épreuves qu'un couple puisse rencontrer, le deuil périnatal. Merci à tous les deux d'être passés à la rédac et d'avoir accepté de me confier votre histoire, dont on va reparler plus longuement dans la suite de l'épisode. Mais pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux pour les auditeurs et les auditrices. Ce que vous faites dans la vie, votre âge. Alors Benoît, 32 ans, on habite tous les deux à Londres et moi je travaille dans le milieu bancaire, en banque d'investissement. Et donc Mathilde, 28 ans, et je travaille en ressources humaines dans une société de technologie au service de la finance. Super, et ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, c'est ça ? Exactement, oui. Un peu plus de 9 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Alors en fait notre histoire est assez particulière dans la mesure où on était dans le même environnement pendant des années sans vraiment se prêter attention l'un à l'autre, puisqu'on habitait dans le même quartier à 500 mètres l'un de l'autre et vous étiez voisins, mais genre on était d'enfance voisins, mais alors de la même paroisse et dans le même groupe scout, mais les garçons et les filles étant séparés, on se voyait pas beaucoup, enfin même pas du tout, et ils se retrouvent que par plus tard quand on était en école de commerce. Moi j'étais à l'EDEC et Mathilde était dans une école de commerce à Paris, et j'organisais la course croisière EDEC et elle faisait partie d'un des équipages, et c'est là où on s'est revus, et c'est comme ça qu'on s'est reconnecté à ce moment-là en disant tiens on est du même groupe de potes, et du coup on s'est retrouvés à ce moment-là. Vous vous étiez déjà parlé adolescent, du coup il s'avère qu'on est d'une génération scout différente, ce qui fait que Ben a été mon chef le temps d'un week-end. Donc on avait été obligés de se parler à cette occasion-là. Même si à l'époque, on n'était pas du tout... il y avait absolument aucun intérêt ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, c'est en se revoyant, en passant du temps sur d'autres hobbies qu'on avait en commun, donc comme le bateau, qu'on a appris à se découvrir. Et là, il y a eu l'intérêt. Ok. Et donc, pendant la course croisière EDEC, vous avez... discuter Alors j'étais pas vraiment dans l'optique discussion à ce moment-là, est-ce que tu devais être bien occupé, non ? J'étais un petit peu occupé, mais c'était juste une façon d'introduction de se revoir et de pouvoir avoir un peu des atomes crochus à ce moment-là. Mais moi quand j'ai la tendance à, quand je fais quelque chose et que je suis occupé, à être un peu fermé et droit sur mon objectif, donc je sais pas vraiment. C'est important aussi pour la suite de ce dont on va parler, ça fait partie intégrante de nos caractères et ça impacte toute notre vie en fait. Mais moi j'étais plutôt là du coup en participante pour faire la fête, pour faire du sport évidemment, et voilà. Et en fait non, ça nous a juste donné envie de nous retrouver après en fait à Paris, de prendre du temps pour se découvrir, mais du coup au-delà de la course en fait, c'était plus après. Vous vous êtes dit, tiens, on devrait se revoir pour boire un café. On s'est revus à un espèce de dîner apéro des anciens chefs de la paroisse. Et c'est là où on s'est dit, tiens, si on allait boire un verre. Et là, à ce moment-là, est-ce que dans ta tête Mathilde ou dans ta tête Benoît, il y avait déjà un truc de ah tiens, elle me plaît plus que juste une connaissance ou une potentielle amie, et inversement. Oui, pour inviter à prendre un verre, en plus à des époques où on est étudiant, où en plus le coût de la vie à Paris coûte cher. Oui, non là. Ouais. Il y avait clairement quelque chose à ce moment-là, c'était sûr. Et toi aussi Mathilde ou... Ouais. Après, c'est effectivement des périodes de nos vies où on sort beaucoup, etc. Et là, je m'étais dit, tiens, ça peut être quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre, construire quelque chose, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je me laisse tenter par l'idée de le découvrir davantage. Mais c'est assez intéressant parce qu'on était dans deux orbites différentes pendant des années, mais on se voyait de loin, et en fait, on avait une image l'un de l'autre qui était erronée, je pense. Erronée, hyper éloignée de quand on s'est découvert et qu'on a pris un verre ensemble. Et en fait, on s'est dit, en fait, je pensais qu'elle était comme ça, mais pas du tout. Et je pense que c'était la même chose du côté de Mathilde. Tu pensais qu'il était comment, Benoît Mathilde qui s'est révélé erroné. Je peux citer pour toi, je crois que j'étais un petit con prétentieux, je crois. Je pense que c'était les mots de l'époque. En fait, on était dans des... Enfin, on avait l'impression d'être dans des sphères un peu différentes, et
Oui, je pense que j'avais clairement beaucoup à découvrir de ton humour, parce que voilà, quand on le connaît pas forcément, on se dit waouh, il est un peu fermé, strict, la barbe. Et en fait, pas du tout. Okay. Donc, ça, c'était la première image, une personne peut-être un peu froide et un peu distante. Et après, on connaît ça. Et finalement, très chaleureux. Ouais. Et toi, Benoît, tu pensais quoi de Mathilde qui s'est avérée erronée? Alors moi, comme je l'ai eu comme chef, un week-end où ça s'est pas super bien passé, parce que c'était un week-end de rassemblement où en fait on a passé la nuit à leur courir après parce qu'elles allaient voir les autres troupes. Voilà, j'avais pas forcément la meilleure image du monde, en mode c'est une fille sérieuse, sympa, très mignonne, hein, très très gentille, mais un peu qui faisait sa meuf. Donc voilà, c'était un peu. J'arrivais avec des a priori suite à ce week-end. Qui faisait sa meuf, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui faisait un peu la belle, faire genre. Comme peuvent être, comme peuvent être les adolescentes finalement. Exactement. Non, complètement. Ok. Ah ouais, je comprends. Mais effectivement, je pense que se voir pour la première fois dans la dynamique chef jeune, parce que je dis ça parce que j'ai été scout aussi, donc je vois très bien le contexte et le fait d'être dans une dynamique où il y a une personne qui est pas sur le même plan que l'autre. Je pense que c'est compliqué de se voir dans la réalité. La différence d'âge n'est pas énorme, donc en fait c'était t'es mon chef, mais enfin bon. J'étais un chef de remplacement en plus. J'étais un chef juste pour le week-end parce que ces chefs ne pouvaient pas être là, donc moi je gérais les scouts et on nous a raccroché les guides en plus à côté. Et du coup, elles aient contesté l'autorité, un peu genre on t'écoute pas, on a rien à foutre. Voilà, c'était. Avec l'habitude de gérer des adolescents de 15 ans, c'est quand même. Les garçons, c'est plus simple, on leur met une balle de rugby ou un ballon de foot et puis. Oui, tu peux ça. Non, mais bon, c'était. T'aurais pu essayer avec les filles, peut-être ça aurait marché aussi. Oui, ça aurait marché aussi, je pense. Mais du coup, c'était beaucoup d'a priori de ce côté-là, comme c'était l'univers garçon-fille qui se confrontait. Ok. Et donc, ce premier verre ensemble en tête-à-tête. C'était peut-être pas un verre, je dis verre, mais si c'était un verre à Saint-Augustin. Comment ça s'est passé? Et très bien, c'est là où justement la glace, ou en tout cas les images qu'on avait s'est brisée. La glace s'est brisée. Et ouais, on a appris à découvrir c'est toutes ces choses qu'on avait en commun, qu'on aimait faire. Le sport plus largement, on a parlé de la voile, mais on est tous les deux des fans de sports d'hiver. On adore aussi... la famille est très importante pour nous deux, donc de discuter de tout ça, la nature. On a énormément discuté. On s'est vu assez rapidement plusieurs fois. Moi, j'étais en stage en Bretagne à ce moment-là, donc je revenais à Paris les week-ends. Et notamment, on a dû traverser, je pense, la moitié de Paris en marchant de nuit et en discutant. C'est un bon plan rencard, la balade en fait finalement. Ouais. Parce que tu te dis plus de choses. Exactement. Ouais. Et c'est plus simple de discuter en marchant. Et on le fait d'ailleurs toujours beaucoup. On réfléchit, on discute pas mal en marchant. Donc, c'est un truc qui est resté. Ouais, c'est un truc qui est resté. De faire de la randonnée à des moments où on en a besoin pour échanger en tant que couple. Ça nous laisse des moments finalement. Alors pas au moment où on était en phase de rencontre, etc. On se laissait pas de moments pour réfléchir individuellement. Mais là aujourd'hui, après 9 ans, quand on fait de la randonnée, on se laisse un temps de réflexion dans la journée, tout chacun, et ensuite on partage et on en profite pour faire mûrir des réflexions sur plein de sujets différents, qui touchent notre quotidien ou qui soient plus spirituels ou qui soient plus sur nos amitiés. Voilà, c'est très vaste et c'est très riche. Et alors la question que tout le monde se pose, enfin je ne sais pas, je suis toute seule pour l'instant, mais donc la question que moi je me pose, à quel moment vous vous êtes dit on pourrait être ensemble? Est-ce que vous vous êtes embrassés? Comment ça se passait? Ouais, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite parce qu'on a commencé à prendre ces verres-là au mois de... C'était quoi? Mai, juin? Juin. Et on est sortis ensemble le début juillet. Le 11 juillet pour être exact. Il y a 9 ans, donc c'était... On a beaucoup marché avant. Mais ça a été très rapide. Et en fait, Ben, comme il disait, il était en stage, donc il a fait pas mal d'allers-retours à Paris pour me voir. Ensuite, il a été à Nice. En fait, on a commencé notre relation, on a commencé par une relation à distance. On a presque fait 3 ans à distance, ouais. Et ça, vous le saviez avant de vous mettre en couple? Et ça vous a fait peur ou pas? Je pense que ça nous a construit dans une certaine mesure parce qu'en fait, merci Skype et FaceTime, mais on passait énormément de temps sur FaceTime ou Skype
Parce que j'ai eu mon année à Nice quand Mathilde était en cours à Paris. Après, quand je suis revenu faire ma césure à Paris, Mathilde elle est partie à New York pendant 7 mois pour faire un stage là-bas. Et après, je suis reparti à Nice pour faire ma dernière année quand elle était encore à Paris. Donc, on a fait que des back and forth en permanence éloignés. En fait, du coup, on communique vachement. Et on se parle vachement. Et c'est des choses je pense pas qu'on aurait fait naturellement si on avait été à 500 mètres l'un de l'autre, où ça aurait été plus apéro soirée. Et du coup, en fait, on parlait sur énormément de sujets et on parlait pendant des heures. Et ça nous a vachement construit et fortifié dans l'idée qu'on était vraiment bien alignés sur la même planète à ce moment-là. On confrontait nos idées, l'idée c'était vraiment de voir où étaient un peu soit nos valeurs, nos idées, encore une fois sur plein de sujets différents, et même si la vie nous amène ou nous force dans certaines situations à changer ou à voir les choses différemment, en tout cas c'était à l'instant T, se dire que on est aligné, on pense pareil, et du coup que les changements nous feront pas peur parce que finalement on sait qu'on est capable d'écouter l'autre, d'écouter ses idées, de aussi se laisser convaincre, parce que c'était pas l'idée d'être tout le temps d'accord sur tout, c'était de comprendre la différence de l'autre et pourquoi il pense ça, et du coup de développer cette capacité à parler qui est pas forcément donnée à tout le monde, de parler, d'ouvrir nos cœurs l'un à l'autre et d'écouter, enfin vraiment les deux pendant de la communication. Donc ouais, ça nous a beaucoup soudés. Ça, c'est un des piliers qu'on a développé très vite en couple et qui fait que depuis on l'a pas lâché. Est-ce que c'est clé dans notre... Enfin, je pense que c'est clé dans beaucoup de couples, mais chez nous c'est primordial. Et ouais, tu disais, Benoît, que tu pensais que c'est ça que la distance vous avait permis de développer cette compétence-là aussi, quoi, en partie. Ouais, je pense que... Complètement. Je pense que c'était quelque chose qu'on avait tous les deux dans nos caractères, sinon ça serait pas venu comme un moyen qu'on se donne pour que notre couple fonctionne, mais en tout cas nous, dans la manière dont on a vécu la distance, si on n'avait pas cette communication, ça aurait été très dur de vivre quelque chose ensemble, parce que on était pendant une longue période, donc si on se raconte pas nos vies, si on n'a pas envie de partager avec l'autre, si on se questionne pas ensemble, en fait on partage pas grand chose. Ok. Est-ce que vous vous êtes dit rapidement que l'autre allait être une personne très importante dans votre vie? Combien de temps ça a pris pour avoir ce sentiment-là? C'est peut-être pas forcément la même réponse pour l'un et pour l'autre, parce qu'on n'est pas toujours aligné sur cette prise de conscience-là. J'aurais du mal à dire... Non, enfin pour moi, de 6 mois à 1 an, même pas après qu'on soit ensemble. Ouais. Quand j'étais en première année à Nice, quand j'étais à Nice, c'était les allers-retours que je faisais ou que tu faisais pour venir à Nice. Il y a eu beaucoup forcément d'investissement. Enfin, encore une fois, du fait de la relation à distance, on se dit que, encore une fois, on se donne les moyens. Il y a de l'investissement qui est mis dans la relation, ce qui aurait peut-être pas été le cas si on n'avait pas été... Enfin, ce qui est forcément moins en vivant dans les mêmes villes ou dans le même quartier. Après, je pense que moi, j'ai pris l'ampleur de ce que notre relation devenait ou allait devenir quand Ben m'a demandé en mariage. Pour le coup, ça s'est fait d'une manière très traditionnelle, où Ben m'a demandé en mariage. C'était surprise. Le moment en lui-même était surprise. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que... Enfin, j'ai réalisé, ça veut pas dire que je n'en avais pas l'envie avant, évidemment, sinon j'aurais pas dit oui. Mais en tout cas, réaliser qu'on prend ce chemin d'être ensemble toute la vie, je l'ai réalisé cette nuit-là. Vous en aviez pas parlé avant de vous marier? J'ai eu le droit à des petites... en fait, on a eu beaucoup de mariages dans nos groupes d'amis autour. Et en fait, à chaque mariage où du coup on allait ensemble, j'avais le droit à des petites réflexions. Je me suis elle est quand même belle, cette robe. Ça va être quand même bien de se marier. Ça va être bien. Donc c'était le thème de la demande en mariage, c'est qu'elle me jetait des petits cailloux dans la mare qui troublaient l'eau assez souvent. C'était des signes. Après, c'est normal, c'est donner des signes à mon coureur qu'on est prêt à passer l'étape. On en a parlé quand même. On a mis, entre le moment où on est sortis ensemble et le moment où je t'ai demandé en mariage, on a mis 4 ans. Donc, 2014. Donc, on a quand même pris notre temps, quoi. C'était important pour vous de vous marier? Je demande parce qu'on a parlé de paroisse au début, des scouts, et donc je me demande si votre foi donne une coloration ou une importance particulière au mariage, à cet engagement-là.
Si je peux répondre, je pense que pour reprendre l'analogie des scouts, et à chaque fois, et c'est quelque chose qu'on a vu, c'est que à chaque fois qu'on est dans le mouvement, on fait des engagements, des promesses. Et en fait, le mariage pour nous, c'était le mariage à l'église, c'était quelque chose qui était primordial dans la mesure où c'était un engagement qu'on prenait et auquel on s'engageait à se tenir en fait. Et donc tous les deux, naturellement, on s'est pas posé la question, c'était aussi important l'un que pour l'autre de se marier à l'église. Effectivement, tous les mariages, de toute façon on est obligé de se marier à la mairie pour se marier à l'église, mais néanmoins, le mariage civil comme le mariage religieux était pour nous très important, et de nous engager tous les deux vis-à-vis de la société avec le civil, vis-à-vis de Dieu et avec Dieu dans le religieux, et aussi en présence de nos proches. Pour nous, c'était important. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose dans votre relation de se marier ou de prendre la décision de se marier ? Moi, je dirais non. Moi, il n'y a rien qui a changé. Ouais, mais le prêtre qui nous a préparé vous avez dit, vous attendez pas à avoir un changement majoritaire quand vous allez vous marier. Concrètement, ça va rien changer. Vous retournez dans votre appartement. On habitait déjà ensemble avant de se marier. On est arrivé dans notre appartement et il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de l'or qui a apparu. Par contre, rien n'a changé, mais on a eu la chance d'être préparés au mariage. Et ça, la préparation, aujourd'hui, il y a des préparations qui sont aussi même pour des mariages laïques, pour des mariages juste civils. Et je pense que c'est incroyable ce que ça peut apporter à un couple. Parce qu'encore une fois, s'il y a un terreau fertile à la communication, ça permet de parler de plein de sujets avant de s'engager. Ça permet de réaliser plein de choses vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même. Et du coup, de savoir aussi où sont les forces du couple et où sont ses risques. Et d'identifier où est-ce qu'il faut mettre aussi l'emphase. Être en couple, c'est aussi faire des concessions. Donc, quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire ou pas, et sur quoi est-ce qu'on a du chemin à faire. Je pense que c'est important d'identifier ça. Et c'est ça qui a changé notre vie, en fait. C'est plus cette préparation au mariage et ces échanges qu'on a eus tous les deux que le jour J, entre guillemets, qui était évidemment important, mais effectivement on est retourné dans notre appartement après. Concrètement oui, il n'y a pas eu un jour déclic qui a tout changé, mais c'est plus non, c'est un ensemble en fait. C'est la préparation, le jour J, donc c'est pas brutal. Ok. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi vos points forts et c'est quoi je sais pas si c'est points faibles, le mot, mais nos axes de progrès ou de cheminement. C'est ça. Parce que je considère que dans tous les cas, on va changer aussi. Donc ce qu'on s'est dit il y a 4 ans quand on a préparé notre mariage a évolué avec notre vie de couple qu'on a eue depuis, avec notre vie de famille aussi, avec Gabriel qui est rentré dans nos vies. Donc évidemment, tout ça nous transforme. Donc pour moi, c'est un cheminement. Je pourrais pas me souvenir des points forts et des points faibles entre parenthèses de notre couple au moment de la préparation au mariage, parce que comme tu disais, ça évolue tellement au fur et à mesure. Je peux les donner maintenant dans la situation actuelle, mais à l'époque je pourrais pas te dire où est-ce qu'on en était. Peut-être le prêtre, et après quelle que soit la personne qui prépare, mais le prêtre nous a aidé à identifier ce qui était pour nous primordial individuellement et ce qui était primordial en couple, et voir si tout ça se réconciliait. Typiquement, pour donner un exemple concret, un des exercices qu'il nous a fait faire et qui est vraiment intéressant, il y a 2 exercices qui sont hyper intéressants à faire en couple, qu'importe, il n'y a aucun côté spirituel dans ces exercices-là. L'idée, c'est de dessiner des cercles, un peu comme un système de poupée russe, donc avec un tout petit cercle au départ, et vous agrandissez les cercles, vous pouvez en faire 6, 7. Et l'idée, c'est dans chacun des cercles de marquer ce qui est le plus important pour vous, en étant au cœur, donc dans le plus petit des cercles, ce qui est le plus important, jusqu'au moins important pour vous et sur quoi vous mettez moins la priorité. Et de faire ça individuellement, chacun de son côté, et après de confronter. Et après de partager. Et en fait, alors après, nous, la préparation au mariage nous a appris que se marier, c'était mettre son couple au centre et le reste ensuite. C'est-à-dire que les enfants viennent en second.
la famille élargie vient en troisième. Enfin voilà, après on peut mettre le travail avant la famille élargie, on fait ce qu'on veut, mais a priori le couple, qu'importe où sont les autres cercles, le couple est au centre. Et de réaliser ça et de se le rappeler aussi au quotidien, c'est important. Et le deuxième exercice, c'est de réaliser dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi dans mon couple, par exemple, sont les attentions de mon mari, c'est de me sentir en sécurité, ou de ma compagne, c'est de me sentir en sécurité financière, en sécurité physique, c'est, je sais pas moi, de travailler, l'indépendance. Enfin voilà, on peut se faire une liste de thèmes qui seraient des thèmes en commun. Et l'exercice est encore une fois, de noter de manière prioritaire ce qui est important pour vous à l'instant T. Encore une fois, ça va changer, il n'y a rien qui reste tel quel dans une vie. Et donc de dire, moi ce qui est important, c'est les attentions de mon mari, les mots doux, ou ça peut être les attentions des cadeaux. Enfin voilà, un peu comme les langages de l'amour. Exactement. Ouais. Okay. C'est le même principe. Les en contacts fait, physiques. C'est partie de ça aussi, ouais. Et on peut faire ça avec une liste qui parle des langages de l'amour ou d'autres sujets qui peuvent être plus vastes de la vie en couple. De voir ce qui est important pour soi, mais de aussi noter ce qu'on pense qui est important pour l'autre. Et après, on confronte. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on est en décalage et c'est ça qui apporte la richesse de la discussion. Super, j'ai envie de le faire maintenant. Dès que je rentre ce soir. Ok. Et alors du coup, le désir d'enfant, est-ce que à ce moment-là de la préparation du mariage, vous en avez discuté? Est-ce que vous étiez aligné là-dessus? Alors au moment de la préparation au mariage, oui, quand on s'engage à l'église, c'est pour fonder une famille. Le but. Je crois qu'il parle de fécondité, mais que ça peut prendre différents aspects. Si t'as pas d'enfant, ça peut. Exactement, oui, pardon. Exactement dans ce sens-là. Avec les enfants des autres, prendre soin des enfants des autres, créer une association. Exactement, mais dans cette notion de fécondité, il y avait la notion de famille, et c'est élever potentiellement ses enfants dans le cadre religieux. Du coup, c'est là où on en a été amené à en discuter ensemble à ce moment-là. Et je pense que oui, on le savait qu'on voulait avoir des enfants ensemble et qu'il n'y avait pas à avoir une question. C'était juste une question de quand est-ce qu'on était prêt à le faire maintenant, au moment où on s'est mariés. À ce moment-là, on ne s'était pas forcément senti d'avoir des enfants tout de suite, on ne se sentait pas prêt. Il fallait qu'on fasse grandir un peu notre couple et qu'on continue à cheminer ensemble avant d'avoir des enfants. Et puis, mine de rien, à ce moment-là de notre vie, on était tous les deux à Paris, on n'était pas à Londres encore. On était à Paris et on avait beaucoup de boulot, aussi bien Mathilde que moi. Et on avait décidé de mettre la priorité sur le travail. En fait, c'était ça aussi. On savait qu'on voulait une famille. On savait pas forcément déjà si ça nous serait donné ou pas. Enfin, en tout cas, on avait cette volonté de fonder une famille ensemble. Mais on savait pas forcément quand. Enfin, moi, clairement, pour parler d'un désir de maternité, je me sentais pas prête du tout. Mais est-ce que tu le voyais dans longtemps, enfin, tu savais que tu avais un désir de maternité, mais à long terme, ou c'était plus, bon là, en ce moment, j'en ai pas envie, mais a priori, ça peut bouger? Ouais, c'était plus quand tu me demandes un mariage et quand on s'est mariés, c'était pour moi dans longtemps, quoi. On se donne quelques années. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était important typiquement dans cette liste des choses qui étaient importantes pour moi, c'était de m'accomplir un peu professionnellement, enfin de me développer, d'utiliser les compétences que j'avais pu développer. Et mine de rien, si on avait cette chance d'avoir un enfant, ça vient bousculer cet équilibre-là. Ça vient aussi, on avait envie de voyager, de découvrir un peu le monde, ce qu'on a fait pendant 5 ans, enfin depuis ces 9 ans finalement, de voyager pas mal. On a eu cette chance-là. Et voilà, donc c'était plus se dire, on se laisse quelques années avant Et puis moi, ça me faisait peur en fait, tout simplement. J'avais peur. Qu'est-ce qui te faisait peur? J'avais peur d'être trop jeune. On s'est mariés, j'avais 25 ans, je sais plus, 24 ans. Et voilà, je me trouvais jeune dans mon corps, dans ma tête. Je savais pas si je serais capable. Je me sentais pas être capable d'accueillir un enfant. Et cette peur s'est clairement apaisée jusqu'à devenir une envie. Donc
Et toi, Benoît, t'étais dans quel état d'esprit par rapport aux enfants? Est-ce que t'avais peur ou toi tu te sentais prêt? Est-ce que tu t'es senti prêt avant? Non, c'était pas vraiment une question de est-ce que je me sens prêt moi avant, c'était plus est-ce que je sens que notre couple est prêt. Je me suis pas trop posé la question parce que j'ai la chance d'avoir on est 6 frères et sœurs dans ma famille, j'ai maintenant 19 neveux et nièces. Donc j'avais énormément de neveux et nièces quand on s'est mariés. Je suis le dernier en plus, donc j'ai beaucoup de monde du côté de ma famille. Donc je savais que les enfants, je me suis occupé pas mal de neveux et nièces, donc je savais comment ça marchait en gros, plus ou moins. Donc je savais que voilà, d'un point de vue logistique, je suis très beaucoup de recul, mathématicien, ingénieur. Je savais que comment s'en occuper en gros, et que ça le ferait. Je sais les garder en vie, donc a priori je suis prêt techniquement, quoi. Et après c'était juste une question de savoir si notre couple était prêt et si Mathilde était prête avec moi pour ce nouveau projet, et en fait on avançait naturellement et on a continué à communiquer comme on a le fait depuis le début, et quand on a senti qu'on était prêts tous les deux, et je pense que le déclic est venu quand on est parti de Paris et qu'on allait s'installer en Angleterre. Où là on a senti que on était passé à une étape de vie supérieure et que le boulot acharné c'était bien, mais qu'il y avait autre chose qu'il fallait qu'on mette au centre de notre couple, et que l'autre chose c'était notre couple et la famille. Ça va paraître hyper cliché, mais effectivement en fait, quand on est parti vivre à Londres, c'est Ben qui est parti en premier et moi j'ai essayé de bouger au sein de ma boîte, ce qui s'est pas fait, donc j'ai démissionné. Et il s'avère que ça avait été 3 ans, du coup mes 3 premières années professionnelles où j'ai énormément bossé. Et Ben qui bosse en finance de marché, moi j'étais dans la cosmétique et je bossais plus que lui. Donc ça a été 3 années qui étaient, de toute façon c'est pas du tout une compétition, mais c'est juste pour dire que c'était intense. Et en fait c'était tellement intense que c'était pas du tout équilibré. Et donc en démissionnant, je me suis retrouvée, on avait tout l'été devant nous, Ben avait un job mais à Londres, mais il avait possibilité de prendre quasiment un mois de vacances, et sur un coup de tête, 3 semaines avant, on a booké des billets pour la Polynésie. Et on est parti en Polynésie française, et c'est finalement sur les plages de la Polynésie française où on s'est rendu compte qu'il y avait bien d'autres choses à vivre et qui étaient bien plus belles, en se concentrant finalement encore plus sur notre couple et notre famille. Donc c'est ce qu'on a fait avec les choix qu'on a fait par la suite. Et donc ça veut dire que là vous avez commencé à essayer de réaliser le projet d'avoir un enfant? Alors non, pas tout de suite. Pas encore. Non, mais déjà de prendre plus de temps pour nous en fait, en couple, c'est-à-dire de ne pas rentrer à 22h, d'avoir nos week-ends. Et non, on n'a pas essayé tout de suite, parce qu'en plus Mathilde venait d'avoir un boulot à Londres, donc c'est un peu compliqué. Elle a mis du temps à trouver un boulot qui lui plaisait, elle a trouvé un boulot qui lui plaisait, donc on voulait pas non plus. Alors après, il n'y a pas de il faut pas, avec le boulot on fait ce qu'on veut, c'est notre vie et puis basta, et puis le boulot suivra. Mais voilà, on avait une volonté de prendre notre temps et pas forcément de nous presser, de nous établir à Londres, de prendre un peu de temps, et après on n'a pas vraiment essayé, c'est juste que Gabriel nous est tombé dessus. Et Gabriel est arrivé de manière incroyable, sans qu'on le planifie trop. On avait prévu de commencer plutôt un peu plus tard, et finalement il est arrivé comme ça par surprise, et on était ravis en fait. On était complètement surexcités. Comment t'as découvert ta grossesse alors, Mathilde? De manière simple et rapide, c'est-à-dire que avant mes règles, j'avais pas les symptômes que j'avais d'habitude, donc j'ai fait un test et il s'avère que il était plutôt positif, pas très clair, mais un peu positif. Du coup, je suis allée voir attends, tu lis comme moi? On attend un enfant. Là, il y a une phase de ton caractère qui est ressortie, c'est l'impatience. Et du coup, je pense que le test de grossesse a été fait un peu trop tôt par rapport à ce qu'il aurait dû être fait. Mais est-ce que tu l'as mis sous la lumière pour voir si la micro-barre était... Non, j'en ai fait plusieurs. Plusieurs sur la semaine qui a suivi. Bref. Presque un tous les jours après pour être sûr de confirmer la tendance pendant une semaine. Ouais, complètement névrosée, mais oui. Alors, non, je t'arrête tout de suite. Il y a plein de femmes qui font ça. Je dis ça pour une amie. J'avais juste complètement surexcitée à l'idée que ce soit possible, et en fait tellement magique que ce soit arrivé si vite, parce qu'on avait plein de couples, pas mal de couples dans notre entourage qui ont du mal,
qui avaient mis plus de temps qu'ils espéraient ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'enfants de manière naturelle. Et forcément, ça nous a touchés, toutes ces histoires autour de nous. Et on s'est dit, finalement, est-ce que nous, on va avoir cette chance-là ? Quand ? Comment ? Etc. On s'est aussi posé pas mal de questions à ce moment-là. Et on était du coup super excités à l'idée que ce soit arrivé comme ça, de manière si merveilleuse. Ouais, c'est joli d'ailleurs, la manière dont vous le dites. Gabriel est arrivé dans nos vies comme ça. Ok. Et comment s'est passée la grossesse alors ensuite ? Alors ça, je peux commencer. Alors le point de vue de Benoît sur la grossesse, c'est intéressant. Non, on est arrivé. En fait, on était en Angleterre. Il faut savoir qu'en Angleterre, le système de santé est quand même complètement différent. Et du coup, ils n'ont pas vraiment de procédure par rapport à la France. C'est-à-dire qu'à la France, vous allez voir votre gynéco. Hein. Nous, on va voir le généraliste. Et quand Mathilde allait voir le généraliste pour lui dire, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte, elle a fait, ah, bravo, franchement, vous avez bonne mine, hein, ça a l'air d'aller. C'est ok. Et pas de prise de sang, pas de test de grossesse, rien. Elle fait, non, je vous crois, écoutez, allez à l'hôpital et puis ils vous diront quoi faire. Et basta. Et il dit, mais par contre, vous pouvez y aller qu'à partir de là, c'était 12e ou 13e semaine ? 12e semaine pour faire l'écho des 12 pour faire l'écho officiel des 12 semaines. Elle te prescrit pas. Oui, c'est pas du tout le même suivi qu'en France où tu as la prise de sang sur la toxoplasmose, le taux de bêta HCG, les trucs comme ça. Non, en fait, la prise de sang, ils le font pas puisqu'ils estiment que les risques sont trop faibles et que ça. Ouais, en fait, leur vision, c'est que ça n'a pas de retour sur investissement. Ça coûte trop cher pour ce que vraiment ils arrivent à détecter. Donc, ils ont décidé de plus le monitorer depuis quelques années. Mais moi, j'étais revenue en France pour faire un test parce que je sais que je l'avais pas, parce que j'avais fait d'autres prises de sang pour d'autres raisons avant, et en l'occurrence, ils avaient checké la toxo, donc je savais que je l'avais pas et je voulais revérifier juste que c'était consistant pour faire attention. Tu savais que t'étais pas immunisée ? Je suis pas immunisée, okay. J'étais pas immunisée. Du coup, je voulais quand même faire attention, même si tout est plus ou moins aseptisé comme fruits et légumes en Angleterre, je voulais quand même vérifier pour prendre toutes les précautions qui étaient nécessaires. Ok, donc ça veut dire que le premier trimestre, vous êtes un peu dans le flou avec votre bonheur, votre excitation, mais un peu laissé à sentir. C'est un d'abandon. Un gland pendu à sa branche, ouais. Avec le test de grossesse à la main, genre ouais. Et en même temps, tu vois, on a fait des prises de sang, parce que du coup on est revenu en France pour la toxo, mais on en a profité pour faire la prise de sang classique pour confirmer une grossesse. Ensuite, comme j'ai été complètement excitée et totalement impatiente, on a fait une écho à 6 semaines, tu te souviens, 10 semaines, parce que je sais plus, peut-être 8 semaines, enfin bref, avant l'écho officielle, parce que je voulais absolument voir si tout allait bien. Puis on a eu l'écho officielle, enfin bref. Voilà. Et puis on découvrait un monde en anglais de médical qu'on connaissait pas forcément. Et alors heureusement, on a la chance, on est parti dans le privé très rapidement. Dans un hôpital, donc dans l'hôpital public, une partie de l'hôpital qui est privée, dans laquelle on paye, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien. Là-bas, vous avez soit le service public normal, mais qui est de bonne qualité, mais si vous voulez avoir un suivi un peu comme à la française, il faut être dans le privé. Et là, c'est les cartes Visa, c'est pas la mutuelle. Donc on a eu la chance d'aller dans ce système-là. Et là, on était vachement plus prise en main, et du coup expliqué, suivi, des rendez-vous sage-femme, rendez-vous avec l'obstétricien, un suivi qui est mi-chemin entre le service anglais et le service français. Il y a quand même moins de suivi quand même qu'en France. On estime qu'en fait la femme enceinte est une personne bien portante et que du coup, tant qu'il n'y a pas de problème. Typiquement, il y a une écho de moins dans le suivi. Ah, ils en font que 2 là-bas. Ils en font que 2. Et moi, j'avais mon placenta qui était un peu bas a priori sur le premier trimestre quand ils ont fait la première écho officielle. Du coup, il m'avait dit qu'il fallait que je revienne pour faire une 3e écho, vérifier que tout était bien, etc. Donc moi, j'ai eu les 3 échos, mais voilà. En soi, il y en a que 2 normalement. Ok. Et les échographies, ça se sont bien passées. En fait, j'ai eu une grossesse assez incroyable parce donc j'ai pas été malade. Les 3 premiers mois, j'ai eu cette chance d'être juste fatiguée, incroyablement fatiguée, mais sinon complètement en forme et encore une fois totalement surexcitée. Et la suite, on avait prévu un voyage en Namibie avant de savoir que j'étais enceinte. Donc on s'est posé la question pendant pas mal de temps, est-ce qu'on maintient, etc., sachant qu'on savait que les routes étaient d'une qualité pas forcément discutable. La qualité des routes discutable, la qualité des routes qu'on n'a pas forcément en France ou en Angleterre, et du coup on a pas mal hésité, donc on y est parti quand même
pendant 2 semaines et demie. Et du coup, j'étais enceinte de 4 mois ou 4 mois et demi, quelque chose comme ça. Et il s'avère que les routes étaient vraiment, vraiment pas bonnes. Pour le coup. Genre vraiment pas bonne. Genre même pas enceinte, c'est pas agréable. C'était des pistes, parce qu'il y avait, si on exagère un peu, il y avait certaines pistes. Non, les routes bétonnées sont bien, mais 90% de la surface du pays, c'est des pistes en terre. Donc, vous avez été bien secoués. Ouais, et bon, le bébé aussi, après, il n'y avait pas de soucis à se faire, puisqu'en fait, en soi, moi, j'ai rien eu. Enfin voilà, pas de perte de sang. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Néanmoins, c'était juste pas agréable, en fait. Et donc, on a quand même profité de tout ce qu'il y avait à voir. C'était magnifique, c'était un super beau voyage. Et quand on est revenu, on a refait une autre écho pour vérifier, parce que j'étais un peu stressée. On a atterri le dimanche matin à 6h du mat de Namibie, et à 11h, on était à la clinique. L'avantage dans le privé aussi, c'est que on les appelle et on se pointe. Ils font un check complet en nous rassurant vachement, avec la même équipe qui nous suit. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on a fait un check. On a écouté le cœur pour voir si tout allait bien, et voilà, les sages-femmes nous ont rassurés à ce moment-là. Voilà. C'était plus du stress que... Et après, on avait la chance d'avoir un autre voyage de prévu pour Noël. On était allé au Maroc. Enfin bref, on a profité de la grossesse. Et voilà, j'étais en forme, je faisais du sport. Au travail, j'ai arrêté début avril. Et le terme français était au 27 avril. Et le terme anglais, c'est une semaine avant. En gros, donc tu as travaillé super longtemps en fait. Oui. Ouais. Parce qu'on peut s'arrêter, je crois que... En fait, il n'y a pas de date obligatoire de départ. Donc on peut partir la semaine d'avant, le jour d'avant, enfin comme on veut. Sachant que du coup ça décale d'autant, enfin comme en France, ça décale d'autant tu peux reporter tes semaines d'avant après la naissance. Ouais. Okay. Voilà, donc moi je suis partie en forme le 1er avril en congé maternité, en attendant le terme, et tout s'est bien passé. Et puis du coup je passe le terme anglais et j'attends. Après, je savais, ma sœur et ma maman, elles avaient accouché à terme, donc j'avais... Tu te disais, c'est le terme français, quoi. Ouais, mais bon, c'est après, un petit français, une petite française. Oui, on savait pas en plus. Vous saviez pas? Non, on savait pas le sexe. Okay. Mais je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un garçon. Donc, juste pour tenir le contre. Non, j'ai pas arrêté de le dire. Tu l'avais dit. 50% de chance. C'est Mathilde qui avait raison. Mais non, mais en fait, vraiment, pendant toute la grossesse, je me suis dit, mince, si c'est une fille, vraiment, je vais me sentir bête, parce que j'arrête pas de dire à tout le monde que c'est un garçon. Donc, je me suis dit, bon. Mais bref, au final, du coup, on attend, on passe le terme anglais, et j'arrive... en fait, une fois qu'on passe le terme anglais, eux, en tout cas dans le privé, préfèrent prendre rendez-vous pour une date de déclenchement. Voilà. Ils préfèrent pas attendre de voir comment ça se passe, etc. Et donc, une semaine, deux ou 3 jours avant le terme français. Donc, je vous ai perdu. Donc, 4 jours après le terme anglais ou... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, entre le terme anglais et la date de déclenchement légal en Angleterre, il y a 10 jours. Sachant qu'on rajoute 7 jours entre, du coup, Enfin, c'est exactement comme en France. En gros, on déclenche au même moment. Sauf qu'au lieu d'attendre, on prend rendez-vous pour un déclenchement. Voilà. Et on était parti sur un accouchement naturel dans l'eau, ça se fait beaucoup en Angleterre. Du coup, sans péridurale, on s'était préparé, on avait fait pas mal de préparations. Moi, je faisais du yoga depuis longtemps, mais du coup, je l'avais aussi orienté dans l'optique d'accoucher de manière naturelle. Ben avait son rôle, on avait bossé ensemble des postures de détente, de massage, pour m'aider à gérer ma respiration, mes douleurs, etc. Donc on était totalement au point sur notre plan, et arrive le 26 avril où du coup je commence à avoir des contractions. Donc là on est avant le déclenchement, avant la date prévue. Oui, parce que la date de déclenchement, donc le 26 avril c'était un vendredi, et la date de déclenchement était prévue le lundi soir. D'accord. Pour accoucher le mardi. Donc c'était un peu un soulagement, j'imagine, de ressentir des contractions avant le déclenchement. Parce que de prendre cette date de déclenchement, moi ça m'a stressée de manière... ça m'a beaucoup stressée, voilà. Parce que du coup ça mettait un peu ça mettait à risque entre guillemets notre projet d'accoucher de manière naturelle, parce que voilà, des douleurs, des contractions plus fortes, etc., des choses qu'on maîtrise un peu moins que si c'était naturel, donc ça me faisait peur. Néanmoins, voilà, je me suis rassurée, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison, etc. Bon. Et donc effectivement, le vendredi, en étant allongée, je commence à avoir des contractions de plus en plus fortes, etc. Donc là, j'envoie le mot de code à Ben pour qu'il rentre du boulot. C'était quoi le mot de code? Hippopotame.
Si je recevais le mot hippopotame sur mon portable, il fallait que je débarque rapidement. Ouais. T'étais dans quel état d'esprit? Enfin, je vais te demander aussi Mathilde, mais Ben, t'étais dans quel état d'esprit quand tu reçois ce message? Moi, je suis parti du bureau, j'étais complètement stressé, mais j'étais surexcité. Mais complètement stressé parce qu'il y a quand même je pense que beaucoup de pères de famille le disent, on sert quand même pas à grand chose dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on est sur le côté et on essaie d'aider du mieux qu'on peut et c'est assez paniquant en fait. Mais c'est beau parce qu'on se dit que le but à la fin est quand même magnifique. Donc moi quand je suis parti du bureau, j'étais surexcité. En arrivant à la maison, j'étais surexcité, très calme et très concentré sur l'objectif. Du coup peut paraître un peu fermé ce genre de situation là, mais très très content. Ouais. Et toi Mathilde? Concentré aussi, mais plus essayer de ressentir chaque sensation, chaque contraction, pour essayer de maîtriser, de faire en sorte que le plan se passe comme on avait prévu et que d'être détendu parce que c'était l'objectif. Donc je m'étais dit, donc quand Ben est arrivé, je me suis dit allez, je vais me prendre un bain pour continuer de me détendre, etc. Donc je prends un bain, tout se passe bien, je continue à avoir des contractions, mais qui s'intensifient, c'est-à-dire que au total, j'ai eu 3 heures de contraction, on va dire de manière régulière, etc. Et j'en avais une toutes les 10 minutes, qui durait donc 1 minute, 1 minute 30. Donc pour un début de contraction, c'est très rapide pour un premier enfant. Après, ça dépend évidemment de chaque femme, de chaque histoire, de morphologie, etc. Mais je m'attendais quand même à des contractions moins rapprochées. Enfin, je trouvais que ça allait quand même très vite. J'étais rassurée parce que j'avais pas non plus envie de passer des jours. Mais voilà, il y avait quand même un côté waouh, ça va hyper vite en fait. Donc voilà, mais on monitorait ça. On avait une appli qui était vachement bien, qui monitorait. Enfin, on rentrait dès que j'avais une contraction pour voir un peu parce que souvent, je pense que dans le flow, on l'a pas vécu entièrement, mais dans le flow, je pense qu'on peut être un peu pris et pas savoir exactement tous les combien est-ce qu'elles se déroulent, et donc c'est pas mal d'avoir ce genre d'appli pour le maîtriser, savoir quand partir à l'hôpital. Donc je prends un bain, etc. Je sors du bain et là je m'allonge sur le lit pour continuer encore de faire passer les contractions et attendre d'en avoir plusieurs au sein d'un créneau de 10 minutes. Ce qui n'était pas encore le cas. Donc je m'allonge et je dis à Ben, comme on est parti pour que ça dure, et puis accouchement naturel, il faut que j'ai des forces, etc. On n'a qu'à faire des pattes et après on y va. Donc Ben sort de la chambre. Et au moment où il sort, j'ai l'impression de perdre les os. Et donc je dis à Ben, je perds les os, reviens, on y va, machin. Et donc il revient dans la chambre, et là c'est pas du coup de l'eau qu'il voit, mais du sang. Donc là tout de suite il rappelle l'hôpital, il les avait déjà appelés pour leur dire qu'on était en travail et qu'on allait débarquer ce soir. Et là il les rappelle en leur expliquant qu'il voit du sang, qu'il en voit beaucoup, que je suis allongée et qu'a priori je vais bien, mais que voilà, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on a besoin de guidance sur le sujet, même si évidemment on savait que c'est quelque chose qui allait pas, mais c'est juste savoir c'est quoi la procédure quoi maintenant. Ce qui est assez dingue, c'est que dans ce genre de moment, on devient des... En fait, l'adrénaline prend le dessus et on devient des machines d'efficacité. C'est-à-dire que prend le téléphone et avec une voix super calme, on explique la situation, on dit voilà, il se passe ça, ça et ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait, on fait ça. Et même la suite des événements, tous les deux, on était en mode ultra concentré, on n'en parlait pas, on sentait que l'adrénaline nous tenait. Et alors on s'était préparé avec les cours à l'accouchement, mais c'est le genre de truc auquel on se dit ouais ok on écoute, mais franchement ça ne nous arrivera jamais, donc voilà ça. Et en fait tout nous revient en tête dans ce genre de moment, et c'est hallucinant. Le truc de prenez pas une ambulance parce que l'ambulance elle va mettre des années à venir, le temps qu'elle vienne, je sais pas quoi, elle va pas vous emmener à l'hôpital qu'il faut. Si vous prenez un taxi, vous arriverez beaucoup plus vite tout seul que si vous prenez l'ambulance. Mais ça c'est un truc dont on avait discuté encore une fois, même si on se le souhaite pas. Je me souviens, en sortant d'un cours de préparation à l'accouchement qui était sur justement l'accouchement d'urgence, etc., et où les procédures d'urgence qui peuvent se passer, je me souviens, on est sortis et je t'ai dit, s'il se passe le moindre problème, on y va en taxi, je veux pas d'ambulance, parce que je veux qu'on soit accompagné par les gens qui nous ont suivis, et quelque part, en fait, ça peut paraître complètement bête d'en parler à l'avance parce qu'on se le souhaite pas, ça peut porter malheur, tout ce qu'on veut. Enfin, au final, on savait comment réagir pour que ça se passe bien pour nous au moment où c'est arrivé.
Et donc vous êtes allé tout de suite à l'hôpital en un taxi. temps record, franchement on n'a jamais mis aussi peu de temps à y aller. On avait un chauffeur de taxi qui allait assez vite. On lui a pas dit, mais je pense qu'il on lui a pas dit parce qu'il nous avait dit à l'hôpital de pas le dire parce que sinon les mecs ils vont avoir un accident et ils ne voulaient pas avoir un accident en plus au milieu de tout ça. Donc on lui a dit juste d'aller vite à l'hôpital, mais je pense qu'il a compris. Il a vu Mathilde qui était enceinte et qui se donnait le ventre pour y aller. On n'était vraiment pas en plus dans un état d'excitation pour le coup, on était encore très concentrés. On parlait pas quoi. On s'est pas dit un mot, enfin à peine dit quelques mots pendant le trajet. Pour tout dire, en fait moi je te tenais au courant parce que je perdais du sang en fait. Tu sentais que tu continuais à perdre du sang. J'étais en hémorragie externe totale. Donc dès que je perdais du sang, je te disais. Et toi tu me disais dans combien de temps on arrivait. Il avait Google Maps sur son téléphone et il me tenait au courant. Et c'était très sérieux. C'était très concentré. Et après on est arrivé à la clinique et là ça a été le temps qu'en fait il y a eu un petit laps de temps mais qui était très court, le temps que les sages-femmes se rendent compte de l'urgence. Là elles ont déclenché, elles ont une espèce de code, elles ont un hippopotame local qu'elles ont déclenché et là j'ai plus rien compris ce qui se passait. Enfin, c'est allé à 200 à l'heure où il y a 3 équipes qui sont arrivées d'un coup dans la chambre qui ont emmené Mathilde. Et après c'était en fait donc quand on est arrivé elles ont voulu voir si elles entendaient encore le cœur du bébé, donc elles l'entendaient encore, il était très faible, il était à entre 50 et 60 battements par minute, là où un enfant au moment de la naissance il est plutôt à 130 140 battements par minute, donc c'était pas bon, c'est sûr, mais il était encore là, donc moi ça m'a rassurée, je me suis dit on va au bloc mais on se bat pour lui, il est vivant, donc on y va. Enfin, même si... Enfin, en tout cas, on donne tout, quoi. Donc, encore une fois, voilà. Avec Ben, on n'a pas... Enfin, je sais pas, moi, j'étais persuadée qu'il était derrière moi. Après, c'est vrai que sur le coup, on calcule pas. Et évidemment qu'il allait pas venir avec nous dans la salle. Mais même de se dire juste... Ou de se faire un bisou, de se dire juste un petit je t'aime, un truc. Ça, on n'a pas eu l'opportunité de le faire tellement dans le... Ouais, les césariennes d'urgence... Ça part tout de suite et ça traîne pas. Moi, il m'avait mis dans une chambre à côté pour me changer parce que potentiellement sur une césarienne, je peux accéder au bloc si c'est une césarienne pas d'urgence. Et en fait, il y a eu un micmac, ils m'ont fait me changer dans une chambre et quand je suis ressorti de la chambre changé en tenue de bloc, il y avait plus personne. C'était super agréable comme sensation. Et du coup, j'ai couru pour aller rejoindre le bloc et en fait, ils ont fermé les portes devant moi en disant pas de famille, ils ferment les portes devant moi. Donc ça, c'était super comme ambiance. Donc Mathilde était tout seul à l'intérieur et en fait, on savait pas sur le moment parce qu'on est quand même néophyte dans le genre, mais c'est que aussi bien la vie du bébé que de la maman sont à risque à ce moment-là. Et alors, moi, je ne sais pas sur le moment, mais je l'ai vite compris quand une fois que je demandais des nouvelles et que les sages-femmes rentraient dans le bloc mais ressortaient jamais. Je me suis demandé s'il y avait une sortie secrète ou je sais pas, mais j'ai demandé à 5 ou 6, elle rentrait dans le bloc, elle ressortait pas. Et dans ce genre de situation, c'est assez paniquant quoi. De se dire on n'a pas de nouvelles, on sait pas ce qui se passe. Et voilà. Et en plus on est tout seul quoi. Vous avez dû vous sentir l'un et l'autre très seuls dans ces moments-là. Mathilde sentait plus rien. Concrètement, j'étais endormie. Ils t'ont fait une anesthésie générale. J'ai eu une anesthésie générale. Mais d'ailleurs c'était assez. Donc moi ça faisait donc en tout et pour tout au moment où j'ai commencé à saigner, au moment où j'étais où Gabriel est né, c'est ça, il y a eu 1 heure au total. Donc j'ai eu 1 heure d'hémorragie externe avant que Gabriel ne naisse. Néanmoins, je suis arrivée à l'hôpital, dans tous mes esprits, j'étais juste concentrée, il fallait qu'il se passe un truc, etc. Mais j'étais totalement présente. Alors que tu as perdu 45% de ton sang. Ça, on l'a su après, mais effectivement, en 1 heure, j'avais perdu 45% de mon sang. Et en fait, vu l'urgence, ils ont essayé de m'intuber, mais ils me préparaient aussi à l'ouverture avant que je sois endormie, en fait. Donc je me suis un peu mise à paniquer en disant je suis encore là, et puis en anglais, et puis en fait il y avait une espèce de brouhaha parce que il s'avère qu'on était arrivé pile au moment du changement de shift de toutes les équipes. On était dans le privé mais on utilisait les équipements du public, donc en fait on avait 4 équipes avec nous, alors ce qui a été génial parce que j'imagine qu'on a eu un service du coup incroyable, mais il y avait un monde, je pense il y avait une trentaine de personnes au bloc à ce moment-là. Ah oui. Donc ça peut rajouter ton sentiment de panique, quoi, de voir tous ces gens autour de toi. Une femme qui vous met un liquide, il lui dit attendez, m'ouvrez pas, je suis encore là. Ouais.
Et moi qui étais à l'extérieur, et alors c'est bien, c'est dans les hôpitaux, ils marquent tout, hein, c'est très bien organisé, mais du coup sur les chariots il y a marqué intubation d'urgence. Et donc moi j'étais à la sortie du bloc, enfin à l'entrée du coup, et je vois mais c'est comme dans les séries, c'est les gens qui rentrent en courant avec le chariot qui marqué intubation d'urgence, avec tous les trucs qui marquaient emergency, qui rentrent en courant là-dedans, et zéro news à l'extérieur. Voilà, en fait, on est donc Gabriel est né à 20h34 pour être précis, et je suis sortie donc de la césarienne de l'anesthésie, je crois vers 21h15 on s'est retrouvés, enfin je me suis réveillée et on s'est retrouvés, et donc c'est toi qui m'as annoncé que c'était un petit garçon. J'étais trop fière. Parce que j'avais raison. Je rigole. Déjà. Non, je rigole, je sais pas. J'avais une fierté que. Enfin, je sais pas, moi, dans ma famille, on est 3 filles. Ma sœur a une petite fille. Elle attendait une petite fille. Donc, je sais pas, j'étais fière que ce soit un petit gars qui rejoigne notre famille. Et pour ta famille aussi, Ben, on était contents. Ouais. Et toi, Ben, du coup, t'es à l'extérieur. Donc, Mathilde, toi, tu vas après l'anesthésie générale, tu te réveilles, t'es en salle de réveil au moment où tu te réveilles, ou ils t'ont ramené dans une chambre? Salle de réveil. Salle de réveil. Ça, j'ai cette partie-là parce que cette partie-là était un peu. Mathilde était un peu shootée à ce moment-là. Et toi, du coup, Ben, t'es à l'extérieur du. Ouais, en fait, bloc. ils m'ont vite enlevé de cette petite chaise en plastique qui était à l'entrée du bloc pour me mettre dans la salle de réveil, en fait. Enfin, une deuxième salle de réveil, pas la première. Où là j'attendais, j'ai fait tout de suite appel, enfin j'ai passé un coup de téléphone pour que des amis viennent parce que tout seul c'est pas tenable. Et après, assez bizarrement, Mathilde disait, voilà, il m'a annoncé que c'était un garçon. Je l'ai su très tard parce qu'en fait j'ai posé que des questions sur Mathilde au départ. Ce que tu disais tout à l'heure, les cercles concentriques avec au centre le couple. J'ai vraiment repris ça mais à la lettre et je demandais que des nouvelles de Mathilde tout le temps. Enfin, ça a été plus instinctif que. Ouais, c'est instinctif en fait. Que théorique, mais. Tu voulais savoir comment elle allait. Ouais, exactement. Et une fois qu'on m'a dit, l'obstétricien m'a dit, c'est bon, Mathilde, on s'en occupait, elle est safe, pas de problème. Et ok, ça c'est sujet 1, maintenant sujet 2. Voilà. C'est assez instinctif, mais bon. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur Gabriel du coup à ce moment-là? Alors, on a eu un obstétricien qui est super, qui d'ailleurs nous suit toujours. Après, on en a eu le pédiatre, et comme il disait, ils n'ont pas forcément tous l'habitude. Je fais pas une généralité du tout, hein, mais le pédiatre qu'on avait à ce moment-là était pas très clair du tout, voire même pas du tout. L'obstétricien a dû prendre la parole à un moment pour dire est-ce que je peux poser des questions à la place du père, parce qu'il veut savoir des choses précises, et en gros, tu réponds pas, quoi. Et puis il y a aussi la barrière de la langue. Oui, la barrière de la langue, mais c'était pas vraiment. En fait, il disait une chose dans sa phrase et le contraire dans l'autre, en disant voilà, en gros, c'est mauvais, c'est très mauvais, mais j'ai vu des enfants à ce niveau-là qui maintenant viennent dans mon cabinet, ont 3 ans et jouent à la balle. J'ai dit oui, mais alors du coup, c'est mauvais ou c'est pas mauvais? Il dit non, mais c'est très mauvais, hein, mais il y a des chances quand même. Donc en fait, on est paumé. Et moi, je suis en finance, j'ai besoin d'avoir des chiffres. Donc je lui ai dit c'est quoi les chances? Enfin, c'est quoi en gros? C'est 50-50, c'est 10%, c'est 80%. Et il osait rien me dire. Et en fait, il me donne son diagnostic, il dit voilà, en gros, Gabriel a été réanimé après la naissance. Il n'a pas été oxygéné pendant longtemps, donc là, ils ont récupéré son battement de cœur. Il est sous machine, mais il va respirer. Enfin, très vite, il s'est mis à respirer tout seul, mais il est encore sous ventilation, mais c'est pas forcément utile. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quels sont les niveaux de séquelles qu'il peut y avoir au niveau du cerveau, sur son activité cérébrale. Pour l'instant, ils n'avaient aucun signal dans son activité cérébrale. D'accord. Et donc, à cause du manque d'oxygénation. À cause du manque d'oxygène. Parce que Mathilde a fait une rupture placentaire. Et à ce moment-là, voilà, moi je voulais avoir un chiffre, je voulais savoir parce que Mathilde est arrivée, je veux savoir si c'est mauvais ou pas. Et heureusement, l'obstétricien à ce moment-là a été cash, mais c'est ce qu'on veut entendre en fait. Et il a dit il y a un bon bien moins de 10% de chance que ça passe. Après, du coup, tu m'as annoncé cette nouvelle-là en me réveillant, et je pense que ce qui s'est passé était très beau parce que Ben a eu énormément d'adrénaline, a aussi puisé énormément dans son énergie pendant toute l'opération, qui a duré quand même 1 heure, enfin, tout et pour tout, elle a le temps de me retrouver, etc. D'avoir ces conversations avec les médecins sans moi, enfin, tout ça, ça lui a demandé beaucoup d'énergie, et quand on s'est retrouvés, en fait, il m'a annoncé évidemment tout ça, et après il s'est reposé sur moi,
Et là, c'est moi qui ai une montée d'adrénaline. Pour le coup, j'étais assez en forme pour un réveil j'avais eu une autre anesthésie générale 1 an avant pour d'autres raisons et une opération au genou et je n'étais pas ressortie autant en forme. Donc là, j'étais une montée d'adrénaline où Ben me dit Gabriel est né, Gabriel est en vie, mais c'est pas, les signes sont pas bons. Mais à ce moment-là, de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est de se battre. Moi, je l'avais toujours pas vu. Ben l'avait vu, mais dans un lit surmédicalisé, dans un couffin surmédicalisé. Et donc, Ben s'est endormi. Et après, quelques minutes après, il s'est reposé en se reposant sur moi. Et voilà. Et puis après, alors du coup, est revenu le pédiatre pour nous dire que l'activité cérébrale reprenait, mais était très basse. Et donc, en gros, il nous propose les options en nous disant, on peut vous proposer l'option qu'on a. Tout de suite, il proposait. Oui, parce qu'en fait, de toute façon, il ne pouvait pas le garder dans ce service-là, entre guillemets, à Vital Aeternam. Et en fait, Gabriel ne pouvait pas s'en sortir tout seul, il fallait l'aider par la médecine. Par ce qu'on appelle la cryogénisation, donc c'est le fait de le mettre dans un couffin à froid qui est autour de 30 degrés, je crois, pendant 3 jours pour qu'en fait le sang se concentre pas sur les organes mais sur le cerveau, sur l'organe du cerveau, et puisse l'aider à récupérer. C'est-à-dire que le cerveau, la manière dont ça fonctionne pour n'importe quel être humain, à partir du moment où les cellules commencent à se dégénérer, il y a un liquide qui du coup vient infester en fait toutes les autres cellules, tous les autres neurones, ce qui fait évidemment beaucoup de dommages collatéraux. Et il y a un autre liquide, un autre acide qui vient finalement contrer ce premier liquide et qui va recréer des neurones qui viendront parfois compenser. Donc en fait, il venait nous tenir informés de comment est-ce que le deuxième liquide prenait le dessus ou pas sur le premier, et si les dommages étaient plus importants que l'espoir finalement. Et la phase de cryogénisation permettrait en fait au cerveau, au sang de se concentrer sur le cerveau, et donc au deuxième liquide de potentiellement prendre le dessus. Okay. Ça, c'était la première option. C'était la première option. La deuxième option, c'était d'arrêter les soins. D'arrêter les soins, de le prendre dans nos bras et de profiter du temps qu'on avait à profiter avec lui. Et le problème, c'est que comme il n'était pas clair, il nous a offert cette solution en mode: est-ce que vous voulez vous battre pour lui ? Ce qui est complètement. Oui, bien sûr qu'on va se battre. Non, on n'a pas envie de. Bien sûr qu'on va se battre pour lui. Donc, ça impliquait d'envoyer Gabriel dans un autre hôpital. Et moi, il fallait que je suive dans l'ambulance, laisser Mathilde qui était là, qui ne pourrait pas le voir du coup pendant 3 jours. La cryogénisation, là, c'est 3 jours dans lequel. Et puis, au bout de 3 jours, on fait un IRM pour voir où en est son cerveau et si oui ou non c'est possible. On est un peu perdu, on dit bien sûr qu'on va se battre pour lui, donc on va le faire, c'est pas grave, ça serait pas prendre 3 jours, mais on est fort. Parce qu'encore une fois, il nous disait, moi j'ai beaucoup d'enfants qui sont passés par ce stade et qui aujourd'hui vont très bien, sont des petits enfants avec des capacités cérébrales, même si elles sont parfois endommagées, en tout cas elles permettent de vivre, c'est totalement, voilà. Donc nous, évidemment, jeunes parents de quelques heures, on a dit, bien sûr, on va se battre. Lui, il s'est battu pour moi, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai même pas eu besoin d'être transfusée, parce que mon sang, voilà. Moi, j'aime à croire, en tout cas, qui m'a sauvée. Et bien sûr qu'on va se battre. Et moi, à ce moment-là, ma sœur est médecin, pédiatre aux urgences, et du coup, je lui ai demandé. Et à ce moment-là, quand elle m'a répondu, c'était très vague, et j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas dans sa réponse. Elle t'a pas dit tout de suite, oui, go, allez-y, battez-vous, il y a des enfants qui ouais, elle m'a s'en dit sortent, juste, ouais, il paraît que ça marche bien. Je trouve que c'est pas le genre de ma sœur, qui d'habitude est assez directe. Et en fait, le pédiatre, avec sa clairvoyance, nous a fait plein d'allers-retours et en fait essayer de stabiliser Gabriel pour pouvoir le mettre dans l'unité de transport et l'envoyer à l'autre hôpital. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à le stabiliser bien et en fait il n'arrêtait pas de revenir et en fait plus le temps avançait, ça devait prendre 1 heure, on s'est retrouvé à 4 heures du mat. On n'avait toujours pas bougé, on n'avait toujours pas vu Mathilde n'avait toujours pas vu Gabriel, moi je l'avais vu sur son lit, mais c'était au milieu de l'unité de réanimation. Et à ce moment-là, en fait, le médecin, du coup, comme on avançait dans le temps, parce qu'il n'avait pas le stabilisé, il avait de plus en plus de diagnostics et qui nous disait en gros, mais il nous le disait pas vraiment, il nous disait c'est pas bon,
mais il voulait pas de donner de directives claires. Et au bout d'un moment, on était avec notre sage-femme, donc du privé, qui nous a accompagnés sur le côté public et qui ont fait un boulot de folie. Et là, on lui a posé la question, comme on a fait avec l'obstétricien avant. On lui a demandé clairement, tu ferais quoi ? Si c'était ton fils, tu ferais quoi ? Et elle nous a dit, profiter de ses heures avec lui, quoi. Parce que du coup, ce qu'on comprenait, ce qu'on essayait de savoir de la part du pédiatre, c'est parce que à l'instant où on se parlait, c'était un bébé dans le coma. Et ce qu'on essayait de savoir, c'est est-ce que ça resterait un bébé dans le coma ? Est-ce que ça serait un bébé qui serait un état végétatif parce que son cerveau n'évolue pas ? Est-ce que c'est un bébé qui dont les capacités cérébrales pourraient évoluer ? Et dans ces cas-là, on pourrait envisager une croissance correcte. Et sans utiliser les mots, il nous a quand même fait comprendre que ce serait au mieux, végétatif. Au mieux, il se réveillait physiquement, mais pas mentalement. Donc on s'est regardé avec Ben et on a pris la décision d'arrêter les soins à ce moment-là. Voilà, et de profiter de Gabriel pour les heures qu'on avait à passer avec lui. Et ce qui était très dur, c'est qu'il fallait qu'on le fasse maintenant, parce que si on attendait trop, il aurait, c'est horrible à dire, mais il aurait récupéré assez physiquement pour que si on le débranche, ça fasse rien. Qui reste dans un état végétatif, ou dans le coma, qui puisse respirer tout seul. Exactement. Donc ils nous ont dit en gros, faut décider maintenant, quoi. C'est une décision terrible à prendre et en quelques heures comme ça. Ouais. On était encore une fois, la sage-femme a été incroyable pour nous parce que oui, c'est une décision qu'évidemment on n'a pas envie de prendre pour son bébé, qu'on n'a pas envie de prendre tout court toute sa vie de toute façon. Mais elle a gardé, à la fois elle a été très humaine, c'est-à-dire qu'elle pleurait avec nous, les mouchoirs c'était pour nous trois, mais elle a été hyper présente, hyper humaine, et en fait elle était incroyable. Et donc elle nous a fait part de son expérience, même si c'était la première fois qu'elle vivait ça. Et ça, elle nous l'a dit après. Sur le moment, on ne savait pas. Mais elle était d'un support incroyable, et on avait nos amis aussi autour de nous qui nous ont plus supportés dans cette épreuve. La décision, évidemment, nous appartenait. Et donc, à partir du moment où on a décidé d'arrêter les soins, ils ont fait venir du coup Gabriel dans la chambre. Et c'est là où on l'a vu. On est précisé qu'avant d'arrêter les soins, on voulait le faire baptiser. Ce qui était très important pour nous. Ok. Donc on a eu cette chance d'avoir un prêtre qui était de garde, qui est arrivé. Un prêtre catholique en plus. Un prêtre catholique. Pas anglican, ce qui en Angleterre était un miracle. On s'attendait à un prêtre anglican, donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est plus ou moins pareil, mais bon, c'est quand même pas pareil. Et en fait, on a appris après le baptême, comme ils se ressemblent quand même beaucoup, on a appris après le baptême par nos amis que en fait, c'était un prêtre catholique de l'abbaye de Westminster. Donc on était plutôt contents. On était contents. Mais voilà, donc il est arrivé. Moi, je me souviens que Ben t'avait pris une photo, mais moi j'avais peur de pas le reconnaître en fait, parce que je l'avais pas vu à sa naissance, parce que voilà, je m'étais dit, mais est-ce que finalement, est-ce que je vais l'aimer aussi fort que, je savais pas exactement. Et finalement, évidemment, quand il est arrivé allongé dans son lit, son couffin médicalisé, je l'ai évidemment reconnu et trouvé magnifique. En mère objective que j'étais et que je suis. Et voilà, et après on a donc attendu que le prêtre arrive et on l'a baptisé. Et là, s'en sont suivies je pense les 2 plus belles heures de notre vie. Où ils l'ont pris, ils l'ont débranché de tous ces aides respiratoires, de ces moniteurs cérébraux, et ils l'ont mis dans mes bras. Ils l'ont déposé dans mes bras. Donc c'était un bébé
qu'il bougeait pas comme un bébé parce qu'il était dans un état de coma, mais il respirait tout seul. Et c'est un son qu'on a enregistré pour pouvoir le réécouter maintenant, plus tard, dans quelques années, etc. Et en fait, c'était juste magnifique. On s'est senti juste submergé par un amour incroyable. Je pense qu'on n'avait pas du tout estimé. Enfin, c'était fou, quoi. On était tous les trois et sans rien faire, en étant juste là. Il nous a donné tout son amour. Donc, c'était fou. Et donc, nous, en 2 heures, il est resté 2 heures en vie dans nos bras. On savait pas à quoi s'attendre parce que quand il respire tout seul, les médecins disent que ça pouvait durer 1 minute, comme 2 heures, comme 2 jours. Ils savaient pas. Et finalement, donc il est resté 2 heures dans nos bras où on lui a dit peut-être 1 milliard de fois qu'on l'aimait, qu'on le trouvait beau, qu'il nous rendait fiers. Et où on lui disait merci. Et puis en fait, à ce moment-là, on se rend pas compte de ce que ça veut vraiment dire, tout ça. Parce qu'on passe du temps avec lui, on est parents, enfin, après 9 mois d'attente. Vous vous êtes sentis parents avec lui à ce moment-là? Ouais, mais encore maintenant, même s'il est pas avec nous physiquement, il fait partie de notre famille, il fait partie de qui on est. Et ouais, c'est notre premier enfant. C'est notre aîné. Donc, on réalise, on a nos amis qui étaient là pour... évidemment, pour nous soutenir. Enfin, c'est un couple incroyable. Et puis, nos parents, enfin, ma famille est arrivée, nos familles sont arrivées très rapidement dans le week-end. On avait la chance de... Quand il s'est endormi, quand il est décédé, du coup... on l'a gardé dans nos bras, c'était important aussi, rien que d'un point de vue, enfin, c'est bête de parler de ça, mais rien que d'un point de vue des hormones, et qu'elle soit chez la mère ou chez le père, c'était important enfin, les médecins nous ont recommandé de continuer à le porter, même s'il était décédé, et enfin voilà, on l'a présenté à nos familles, et on l'a gardé dans notre chambre, dans un couffin, à froid, enfin, pour pouvoir le... Ça fait un peu dur de dire ça, mais pour pouvoir le conserver. Et pour l'avoir avec nous, enfin, donc on a passé 2 jours, en fait, le samedi et le dimanche avec lui, et on a décidé que le dimanche, on lui dirait au revoir, définitivement. On a voulu faire un jour, une étape. Donc le décès le samedi, le départ le dimanche, et nous, le départ de l'hôpital le lundi. Parce qu'on reste dans un système anglais où... Tu peux pas passer une semaine à l'hôpital. On est dans le privé, donc concrètement, on peut rester autant qu'on veut, puisque c'est nous qui payons. Hein. Mais non, et même il disait et même pour nous, être enfermés dans une salle... Alors, le staff a été dingue, parce qu'ils nous ont mis dans la suite, qui normalement n'est pas du tout pour nous, mais qui est leur espèce de suite présidentielle, donc qui était dans un coin, on était fermés, il y avait des panneaux qui marquaient, en gros, il n'y a que les sages-femmes qui peuvent rentrer ici, donc on n'avait pas eu... trop d'interactions, on était vraiment dans une couveuse, et en fait on avait besoin au bout d'un moment, au bout de 3 jours, on explose, et en fait on se repose beaucoup mieux quand on est chez soi. Mais on a voulu faire quand même une étape par jour pour pas trop se brusquer physiquement et moralement, surtout moralement. Ouais. Donc on lui a dit au revoir le dimanche, mais là où les sages-femmes sont incroyables, c'est que donc ce sont les mêmes qui se sont occupées de nous, elles avaient leur shift, etc. Et celle qui avait été avec nous cette nuit du 26 au 27 est revenue la nuit d'après, elle était encore sur le shift de nuit du lendemain, et en partant, elle nous a demandé si elle pouvait dire une dernière fois au revoir à Gabriel, enfin voilà, qui était déjà décédé. C'était important pour elle de repasser auprès de lui, et ça a été ça pour toutes les sages-femmes qui nous ont aidés, et en fait il y a eu un vrai soutien humain, en fait. C'était incroyable. Et vis-à-vis de moi aussi, médicalement, et vis-à-vis de Ben, en fait, ce qui était pour moi aussi hyper important. Elle prenait totalement en compte comment allait Ben et comment il se sentait aussi mentalement, ce qui était
important. Et en fait, là, pour parler un peu plus du deuil et de comment est-ce qu'on processe ce tsunami d'émotions, moi, très vite, j'ai eu envie et j'ai eu besoin d'écrire parce que j'avais peur, en fait, d'oublier toutes ces sensations que j'avais eues, de l'avoir dans mes bras, la sensation de sa peau, la sensation des émotions qu'on a eues quand on l'a eu dans nos bras, quand il était avec nous. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire là-dessus, d'écrire sur ces émotions qui nous submergeaient aussi pour réussir à mieux les comprendre. Et encore une fois, ce dont on parlait de la communication entre nous a été primordial, en fait, et est toujours primordial dans la manière dont on le vit, parce qu'on vit tellement d'émotions, qu'elles soient les mêmes ou différentes, que si on n'a pas la possibilité de les partager à cœur ouvert, sans se sentir jugé, de se sentir aussi écouté, épaulé, je pense que c'est très très dur. À partir de ce moment-là, on a pris tous les soirs, on se faisait un moment tous les deux, qui du coup durait très longtemps au départ, et puis maintenant un peu moins. On prend un moment tous les deux pour partager nos émotions et savoir ce que l'autre a ressenti pendant la journée, pour être sûr d'être aligné sur les communications et sur le ressenti de l'autre. Ce qui fait que ça permet de s'adapter, en sachant que si l'autre est dans un moment un peu bas, où il va être irritable, en fait on va savoir pourquoi, et du coup on va adapter son comportement en face aussi. Ça permet d'être vraiment aligné en couple sur ça. Et de pouvoir s'aider aussi. C'est-à-dire pouvoir s'aider, supporter l'autre, être plus attentif, par exemple, faire plus de câlins sur une journée parce que elle en a besoin, enfin elle ou il en a besoin, voilà, c'est être vraiment plus être plus à l'écoute, ou même dans ce qui a suivi très vite, il faut régler tout l'aspect administratif, il faut organiser, on avait envie d'organiser les funérailles, donc des funérailles catholiques, et en France, depuis l'Angleterre. Donc il a fallu organiser tout ça, et c'est réussir à parler de ce dont on a envie, mais aussi ce dont on a peur, ce qui nous rend triste, et encore une fois, c'est un flot d'émotions qui est tellement... on se fait submerger comme quand vous buvez la tasse, mais avec 10 vagues d'affilée. 10 vagues encore, ce serait pas assez, mais c'est ce qui nous traverse est puissant. Et on a, dans la manière dont on l'a vécu en couple, on a eu besoin de beaucoup en parler et de pouvoir évacuer de cette manière-là, en tout cas. Et vous avez eu le sentiment de réussir justement à vous soutenir l'un l'autre et à vous aider à pas boire la tasse Ah ouais, ça à aucun moment il y a eu un moment où en fait après coup moi je m'étais mis un peu en mode machine rock, et comme Mathilde c'était juste après, en fait on a fait les funérailles, on a fait une semaine en Bretagne tous les deux, après les funérailles, après on est parti en Angleterre, on a fait une semaine tous les deux. Là on a eu un moment où moi j'étais vachement en support parce que Mathilde en avait besoin. Et du coup, Mathilde avait la sensation qu'on était un peu déconnectés parce que j'étais vachement en support, et du coup, je montrais un peu de la force, alors qu'elle avait besoin que je lui montre mes faiblesses, que j'avais concrètement. Je reste humain, mais c'est juste qu'à des moments, on a envie de juste montrer sa force à sa femme ou à son mari pour l'aider à avancer, alors qu'à d'autres moments, en fait, c'est plus sa faiblesse qui le ferait avancer. Donc, il faut juste trouver ce bon milieu-là. Mais à aucun moment, sinon d'autres, on a senti que on a toujours été en adéquation l'un avec l'autre et toujours avancé. Et on s'est fait un nombre de fois la réflexion en disant, par exemple, j'ai ressenti ça aujourd'hui. Un exemple typique où on habite dans un quartier où il y a beaucoup de femmes enceintes et d'enfants, et voilà, et ça nous choque pas tous les jours, on s'en fiche quoi, concrètement, on est même très content pour tout le monde, mais à certains jours, voilà, je peux partager un soir Mathilde, je dis franchement aujourd'hui ça m'a fait mal au cœur de voir toutes ces femmes enceintes, et ça nous fait rire parce qu'à chaque fois Mathilde dit c'est marrant, c'est exactement le même moment que toi, j'ai eu les mêmes sensations au même moment que toi. Donc on arrive à avoir des alignements de planètes de ce côté-là aussi. Et en même temps, à des moments, on a aussi des manières de vivre qui sont différentes. Et encore une fois, on en revient au caractère et à notre histoire et à ce que, voilà, on est chacun individuellement et comment on vit chacun le deuil à sa manière. Et c'est ça qui est aussi hyper beau. C'est-à-dire que
on a une manière de l'exprimer qui est différente, on a une manière de le vivre qui est différente, et ça apporte cette richesse où on s'aide. Et en fait, moi je trouve dans ce process qui est beau, et moi ce qui m'aide, c'est de savoir que j'aide Ben. Finalement, on s'est mariés et on est ensemble pour vivre ensemble, pour s'épauler. C'est aussi ça qu'on s'est promis, c'est que dans les difficultés, on serait là l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, on le vit, même si évidemment on aurait souhaité se l'éviter. Aujourd'hui, on a cette chance en fait d'être là l'un pour l'autre, de pouvoir se le prouver, le rendre concret, et de savoir aussi, j'allais dire s'effacer pour l'autre, c'est pas vrai, parce qu'il faut pas minimiser ce qu'individuellement on vit, mais en tout cas continuer de mettre l'autre en priorité. Et ouais, donc on a beaucoup tiré de positif, de richesse dans ces discussions. Typiquement, un jour, je me souviens, c'était quelques semaines après son décès, et je me souviens, tu m'avais confié que tu avais le sentiment d'avoir failli dans ton rôle de père à nous protéger, à protéger ta famille. Et je m'étais dit, mais c'est fou, en fait, j'y ai jamais pensé, parce que ce soir-là, du 26 au 27, moi j'ai passé en gros les 2 heures à dire à Gabriel qu'il était très beau et que j'étais fière de lui. Et Ben a passé 2 heures à lui dire que ça allait aller, qu'il allait pas souffrir, et qu'on était là, qu'on l'aimait, et que on avait des approches qui étaient évidemment toutes les deux pleines d'amour, mais qui avaient des mots un peu différents, et c'est normal. Et en fait, de réaliser son point de vue, de me rendre compte par les mots qu'il utilise, par ce qu'il a vécu, que c'est des manières différentes d'exprimer notre amour, de vivre notre parentalité. J'ai trouvé ça hyper beau et hyper riche en fait. Et ça, encore une fois, au quotidien, on a ces différences-là, mais qui rendent la vie et notre vie de couple plus riche. Cette dimension autour de la culpabilité que tu évoques quand tu disais que Ben avait eu le sentiment d'avoir failli dans son rôle de père, comment vous l'avez vécu et géré? Est-ce que vous avez eu des explications aussi sur ce qui s'était passé, j'imagine que quand on vit une telle épreuve, il y a une envie aussi de mettre du sens derrière, d'essayer de se dire pourquoi on s'est arrivé, quoi. Exactement. Alors on a 2 systèmes d'enquête qui sont faits pour savoir ce qui s'est passé. Mais en fait, l'obstétricien qui nous suit, qu'on aime beaucoup, si on ne l'a pas remarqué, a été cash direct quand on est arrivé. Il est revenu nous voir très vite. Il est venu nous voir, il a dit: je vous arrête tout de suite. C'est quelque chose qui est imprévisible. Vous n'avez pas à vous remettre en cause. Vous avez tout fait bien. Vous avez même fait les choses super bien parce que vous êtes arrivé très vite à l'hôpital, très calme, très, très pro. Mais en gros, et on l'a su après par les différentes enquêtes, qu'il y a une enquête interne à l'hôpital et une enquête qui est faite au niveau national avec des conseillers externes. Comme il y a mort infantile, il faut quand même avoir quelque chose qui... Voilà, il faut une enquête complète. Mais en fait, ils nous l'ont dit, et c'est horrible à entendre pour nous, mais on s'y est fait, c'est que c'est la faute à pas de chance. Voilà, ça un rupture du placenta, ça arrive. Cette phrase nous a fait très mal au cœur quand on nous l'a dit la première fois, et en anglais, it's just bad luck. Et tu dis en fait, mon fils et sa vie, c'est pas de chance en fait. Qu'est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, on se sent rien du tout quand on se dit ça, parce que je sais pas, moi j'avais le sentiment, j'avais cette insouciance de on est là pour la vie, on est à 2, on s'aime, on est fort. Avant ça, il y avait l'impression que tout pouvait nous arriver et d'être pas immortel mais presque. Et tout d'un coup, on se dit en fait, ok, c'est pas de chance, mais c'est ça la vie du coup, c'est de partir comme ça, si vite, si précis, de manière imprévue. Et ok, en fait, on n'est rien, quoi. On n'est rien, profitons de tout ça. Et à la fois, c'était très dur à l'entendre, et nous à pouvoir le redire, que c'était de la faute à pas de chance.
parce que ces mots-là sont très forts, et en même temps aussi rassurant, parce que comme disait Ben, il n'y avait rien, et il n'y a rien qu'on peut se reprocher, ou qu'on aurait pu mieux faire. Et qui veut dire que ça va se reproduire. C'est aussi ça quelque chose qui est assez important pour nous, c'est de savoir que, on a quand même ce désir d'avoir des enfants après Gabriel, et ce que nous ont dit les médecins et rassurés, ils nous disent il y a autant de chances que ça se reproduise que ça ne s'est produit. C'est-à-dire vraiment infini. Enfin, c'est très très mince. On est sur du 0 point quelque chose de chance. 0,001%, je crois que ça arrive. Enfin, c'est je sais plus combien de. Bref. Quand on prend le cas de rupture placentaire à terme, tout ça diminue. Mais du coup, pour revenir sur ce sentiment de culpabilité, en fait, on l'a jamais vraiment eu. Après, on cherche toujours beaucoup on se pose beaucoup de questions, savoir si j'ai fait ci, si j'ai fait ça. Surtout du côté de Mathilde qui s'est posé plein de questions. À un moment, j'ai sauté 3 fois sur. Enfin bref, voilà. C'est des choses qu'on se pose, et c'est normal de se les poser. Mais en fait, moi, j'ai jamais eu le sentiment de culpabilité. Le sentiment dont on parlait du père qui protège, c'est instinctif. Et c'est ce que disait Mathilde, c'est que moi, pendant cette soirée, j'avais cet instinct de protection, et que je lui partageais, mais j'ai jamais eu de sentiment. J'ai jamais été c'est quelque chose qu'on partageait. On n'a jamais été en colère. Non, jamais. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au staff médical ou quoi que ce soit, on n'a jamais été en colère. C'est bizarre, mais on n'a jamais eu le sentiment de colère ou d'injustice. Si, injustice quand même. Injustice, si. Et une tristesse très forte face à cette injustice, en se disant mais pourquoi nous. J'ai le souvenir d'une fois où Ben était parti pour choisir le cercueil et j'étais restée à la maison. On était une semaine même pas post-décès et ma maman était là. Et je me souviens, je m'étais allongée dans la chambre qu'on avait prévue pour Gabriel, sur un canapé qu'on avait dans sa chambre, et je me souviens m'être allongée avec ma maman qui me massait la main pour me détendre. Et je me souviens être partie en sanglots, mais j'étais l'impression d'être devenue folle, de pleurer en sanglots et d'avoir juste répété encore et encore et encore. Pourquoi ? Et à ce moment-là, on se dit aussi heureusement qu'on a sa maman près de soi, qui est aussi cette force incroyable de pouvoir écouter son enfant pleurer comme ça et être là tout simplement. Je sais pas, moi j'ai trouvé que le support qu'on avait eu la semaine d'après avec nos parents qu'on a eu, les 4 qui ont pu rester autour de nous, c'est bête, mais qui se sont occupés de nous aussi d'un point de vue intendance, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie. C'est important d'avoir de l'aide à ce moment-là. D'être entouré. On a des amis qui nous livraient des plats devant notre porte. C'est bête, mais c'était leur manière à eux d'être là. Nos frères et sœurs qui sont aussi, on fait qui sont venus de Paris pour nous épauler les uns après les autres. Ouais. C'était une chance incroyable de pouvoir être entouré comme ça. Et en fait, ça nous laissait, nous, du coup, l'opportunité de cheminer aussi tous les deux, de nous confronter aussi déjà à la vie et de pouvoir, quelque part aussi, faire exister Gabriel dans tous ses cœurs et dans nos familles. Et après... moi, j'aimerais bien qu'on parle, si vous êtes d'accord, là, c'était il y a 5 mois, un peu plus de 5 mois. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre deuil ? Je ne sais pas si vous avez eu le sentiment de traverser des étapes, de faire un chemin. Mathilde a des réponses très précises sur ce genre de sujet. Du coup, je vais le faire, parce que moi, elles sont moins précises. On a clairement, en fait, il y a vachement de témoignages ou de livres qui disent qu'il y a une nomenclature du deuil. Vous allez passer par telle et telle étape. Nous, concrètement, on ne s'est pas trop intéressé à cette étape-là. Par choix, on ne s'est pas fait accompagner parce qu'on estime qu'on se fera accompagner par un pro si jamais on en ressent le besoin, que pour l'instant on avance en couple, on communique ensemble et on n'a pas besoin d'avoir un avis extérieur pour l'instant. L'avis extérieur, on l'a par nos familles, par nos amis ou par même des prêtres qui peuvent nous suivre et qui du coup peuvent nous donner une vue un peu extérieure sur... Et si on sent que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, on ira chercher du conseil.
mais on n'a pas vraiment senti, on chemine petit à petit, on avance, et en fait on a eu des temps de partage où on nous a dit que, avec un couple à qui c'est arrivé, mais il y a très longtemps, et qui nous ont dit que voilà, il fallait donner le temps à Gabriel d'exister dans notre vie de famille, avant de continuer à avoir, ce que notre projet bien sûr c'est d'avoir d'autres enfants, et d'en avoir un autre rapidement, parce que remonter à cheval c'est ce qu'il y a de mieux pour cheminer dans la vie. Mais on prend le temps de donner à Gabriel sa place dans notre famille avant d'avancer. Donc là on en est pour l'instant à ce niveau-là où le corps de Mathilde se remet de manière superbe, donc ça c'est déjà c'est une bénédiction. Et puis moi j'ai repris le boulot, Mathilde elle continue à être en congé mat à la maison, à s'occuper d'elle, à faire en sorte de cheminer, d'avancer, et puis après on reprend le cours de notre vie, mais en plaçant toujours Gabriel au centre et en lui donnant sa place. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup de lui, que ce soit entre vous, avec votre entourage, à d'autres personnes en venant témoigner dans ce podcast. Est-ce que ça fait partie de ça, de lui donner sa place? On évite la théorie de l'autruche, parce qu'on estime que, après je parle en nous deux, mais je pense qu'on est assez alignés là-dessus, on estime que en parler, en fait si on n'en parlait pas, on aurait l'impression de passer un peu pour des pestiférés, ou que c'est un peu le sujet tabou, et on n'a pas envie de ça. On a envie que les gens soient ouverts, et que s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent, mais nous on a envie de... Sachant qu'intuitivement c'est quand même ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un couple perd son enfant, ou qu'il se passe quelque chose de malheureux, on a peur d'en parler, et on s'inclut dedans. Quand des amis vont pas forcément bien, etc., comment est-ce qu'on les aborde, comment est-ce qu'on pose les questions, parce qu'on veut pas les blesser, on veut pas, etc. Et en fait on est parti du principe que si on en parlait et qu'on exprimait clairement à notre entourage qu'on avait besoin et envie d'en parler, que du coup il y aurait certainement cette ouverture et cette capacité peut-être de manière plus facile pour eux de nous en parler, et de moins se poser de questions sur comment nous en parler, mais en tout cas de le faire. Parce que pour nous, de base, effectivement, on ressent, et on a eu beaucoup de témoignages de « je suis désolée, je vous ai pas envoyé de message, je sais pas comment vous parler, je sais pas quoi vous dire, etc. » Et en fait, pour nous, ça a été beaucoup plus fort que des mots maladroits, beaucoup plus impactant, beaucoup plus blessant parfois. Et le silence, tu veux dire? Ouais, le silence, qui du coup se rapproche à ce moment-là de l'ignorance, en fait. En tout cas, il est ressenti comme ça par les parents. Exactement. C'est qu'une histoire de ressenti, et de l'autre côté, c'est plus une gêne, une envie justement de ne pas gêner, de ne pas blesser, de ne pas remuer le couteau, et tout ça part que de très bons sentiments, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous, on veut en parler, et plus largement, c'est que... oui, peut-être qu'en vous montrant une photo de Gabriel à l'hôpital, je vais pleurer. Mais c'est pas parce que je pleure qu'il faut arrêter. Et c'est pas parce que je pleure qu'il faut pas le refaire. Gabriel, il fait partie de notre famille, il fait partie de notre vie, et on en est fiers. Et en fait, c'est très triste ce qu'on vit, et on le souhaite à aucun autre parent. Mais de pas en parler, pour nous, ce serait pire. Et ce sera ça pour toute notre vie, en fait. Et du coup, ça veut dire que vous en avez peut-être déjà parlé ensemble, mais vous avez prévu d'en parler à vos futurs enfants et de leur raconter cette histoire-là? Ça, oui, ça, il risque pas de passer à côté. Aujourd'hui, on a plein de photos, par exemple, de Gabriel. Partout, on a cette chance aussi, en rencontrant des couples qui ont perdu des enfants à différents stades, parce que nous, on l'a perdu à la naissance, il est décédé à la naissance, mais on peut aussi, que ce soit au cours de la grossesse, ça peut être post-naissance, quelques mois, etc., même quelques années. Une fois qu'on est en vie, c'est aussi ça le mystère de la vie, c'est la mort. Et en fait, on a cette chance que Gabriel est décédé à la naissance, dans le sens où il ressemblait à un bébé. Donc on a plein de belles photos de lui. Et du coup, on en a plein dans l'appartement, ce qui fait que quand nos autres enfants naîtront, on a envie de leur parler de Gabriel aussi. Un truc tout bête, mais au départ, on s'est dit, pour Gabriel, c'est un prénom qu'on avait choisi longtemps avant sa naissance. Et on s'était dit, oh là là, cette tradition de donner plusieurs prénoms, ça n'a aucun sens. En tout cas, pour nous, ça n'en avait pas. Et du coup, on s'était dit, il s'appellera Gabriel Desmarais, puis c'est tout.
Et maintenant que il n'est pas avec nous physiquement, et pour le faire encore exister dans notre famille encore plus, etc., on se dit peut-être que c'est un deuxième prénom qu'on donnera à tous nos autres enfants. Enfin voilà, on ne s'est pas arrêté sur l'idée, mais en tout cas, c'est une idée qui nous est venue comme ça, en se disant ça peut être une manière de le faire vivre auprès de tous nos autres enfants. En vous écoutant parler, il y a plein de conseils que des parents qui traversent ça ou qui vont traverser ça peuvent retenir. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous pensez? Alors, conseil, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas des choses que vous avez compris ou appris. Moi, j'en ai un que j'ai retenu particulièrement, qui est qu'il ne faut pas hésiter à montrer ses faiblesses. Et en fait, montrer ses faiblesses, c'est montrer qu'on est fort. Plutôt que d'essayer de montrer qu'on est un bonhomme et qu'on tient... Enfin, je parle plus pour le côté masculin, ça peut paraître un peu cliché, mais pour le côté masculin, le père va peut-être vouloir montrer plus qu'il est fort et que ça l'atteint pas et qu'il est là pour soutenir son couple. Alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Hein. Et du coup, montrer ses faiblesses et s'ouvrir aux autres sur ses faiblesses, c'est le meilleur moyen d'être accompagné et d'être encore plus fort. Voilà. Donc, ça, c'est mon conseil. C'est très juste, je pense, ce que tu dis. Parce qu'il y a une vraie construction sociale autour des hommes qui doivent être invulnérables. Oui. Or, la vulnérabilité, c'est une force. Et souvent aussi, le fait de se dire, en fait, les femmes, elles aiment discuter, c'est facile pour les femmes. Enfin, on entend beaucoup de trucs comme ça. De toute façon, entre femmes, c'est plus facile, etc. Les hommes, peut-être, aiment moins se livrer sur leurs sentiments, et en fait, pas du tout. Enfin, évidemment que ça dépend de chaque individu, mais finalement, quand on traverse quelque chose d'aussi dur, on devient un peu égaux, en fait, par rapport à ça. Et encore une fois, je mets tout ça entre plein de parenthèses, parce que chaque individu est bien sûr complètement... le vit de manière personnelle, individuelle, etc. Mais en tout cas, nous, dans la manière dont on l'a vécu, on a autant envie d'en parler l'un que l'autre. Et c'est une belle conclusion, je trouve, parce que vous êtes venus en parler avec moi dans cet épisode, et j'en suis très touchée, très heureuse. Il y a une dernière question que je pose à mes invités en général, qui est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Vas-y, je t'en prie. On allait le dire ensemble. Non, je pensais qu'on allait le dire ensemble. Ah ouais, t'en as été de communication par les yeux. Non, je suis pas encore là. Non, beaucoup d'enfants. Elle aurait dit beaucoup d'enfants et garder la même force de couple. Et garder la même force de couple. Ouais. C'est vrai. De continuer de s'aimer aussi fort. Je vous le souhaite, du fond du cœur. Merci. Merci à tous les deux. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T, et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!